C'est la canicule. Deuxième canicule. Troisième canicule même. Troisième canicule en 4 mois. C'est l'enfer, hein. On n'en peut plus. Est-ce que ça serait pas le réchauffement climatique par hasard? Est-ce que ça serait pas la crise écologique qu'on nous annonce depuis toutes ces années? Bon, on l'avait déjà vu venir, mais alors là, cette année, c'est énervé. Oui, c'est la troisième canicule, parce que la méga grosse canicule, la pire canicule de l'histoire de l'humanité, quasiment, de l'histoire de l'Europe en tout cas, de l'histoire de la France, où il faisait 30 degrés à 3h du matin, là, c'était vraiment en mode oh waouh! Il y a la canicule qu'on subit actuellement, et il y avait la canicule, mais c'était de printemps. En 2 mois. Je sais plus. C'est quand j'étais à Lyon, là, c'était la canicule, il faisait 30 degrés alors qu'on était en avril-mai, je sais plus. Donc là, ça enchaîne les canicules, hein. Alors après, cette année va être particulièrement caniculaire, a priori, parce qu'il y avait le truc du super El Niño, machin bidule. En fin mai, voilà, c'est ça. Mais voilà, hein, les canicules vont se multiplier et des étés où il fait 32 degrés la moitié de l'été, ça va être de plus en plus commun. Ça va être de plus en plus commun. Alors peut-être que l'année prochaine sera moins terrible que cette année-là, mais quand on regarde sur le temps long, non, ça va être de plus en plus fréquent, quoi. Donc c'est un cauchemar, hein. C'est un putain de cauchemar. Et en plus, voilà, on a chaud. Certes, mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, d'avoir chaud. À côté de ça, il y a la crise climatique, quoi, de manière générale. Et la crise climatique, la chaleur, ça fait quoi aussi? Ça fait des sécheresses. Les sécheresses, ça peut avoir de l'incidence sur la production céréalière, hein, sur la manière dont l'humanité se nourrit, tout simplement. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et en plus, et là, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, bah, la canicule, ça crée de la sécheresse. Et la sécheresse, ça crée des incendies! Des putains d'incendies de merde. Et là, c'est la forêt de Fontainebleau qui est touchée. Donc on va lire cet article, c'est un reportage, hein, sur place dans la forêt de Fontainebleau. Regardez, les images sont terribles, hein. C'est des images d'incendies de forêt. On est un peu habitué à ça en réalité, hein. Que ce soit en France ou ailleurs, hein. Il y a eu des incendies de forêt terribles aux États-Unis. Tous les ans, on a des feux de forêt absolument terribles. En France, dans les Landes en particulier, dans le sud, il y a très très souvent des feux de forêt terribles aussi. Mais là, c'est dans la forêt de Fontainebleau en Ile-de-France. Et ça, c'est un peu moins commun pour le coup, hein. Qu'il y ait des feux de forêt en Ile-de-France, sachant que c'est dans la partie nord du pays. C'est encore moins, c'est peut-être encore plus spectaculaire parce que ça n'arrive jamais d'habitude. C'est très très rare, quoi. Et là, la forêt de Fontainebleau, c'est énervé, hein. Voilà, donc on va lire l'article. J'ai encore dit voilà. Je vais faire attention à ce type de langage. On va lire l'article qui est pas hyper long, mais petit reportage là-dessus, et puis bah, on en profitera pour discuter, et puis insulter les macronistes, le capitalisme, et tous ces putains de responsables qui font que la planète est en train de brûler. Littéralement. En tout cas, la forêt de Fontainebleau est en train de brûler. En plus, moi, la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis francilien, j'ai vécu en Ile-de-France toute ma vie. Alors moi, je suis de l'autre côté, je suis de l'ouest de l'Île-de-France, plus vers la Normandie. Mais j'étais pas mal de fois dans la forêt de Fontainebleau, et notamment dans ce coin-là, pour faire des free parties à l'époque. Voilà, faut savoir que c'est un grand coin de free party, le 77. Et des endroits non loin de la forêt de Fontainebleau, j'ai fait pas mal de free là-bas à l'époque. Et même, c'est une forêt qui est magnifique, qui a été peinte maintes et maintes fois par les peintres impressionnistes. C'est une forêt qui est particulière parce qu'il y a des gros rochers dedans, quoi. Il y a une espèce de gros rochers qui sortent de terre, des rochers un peu orangés, très beaux. Et c'est une forêt qui est magnifique, la forêt de Fontainebleau. J'aime vraiment beaucoup cette forêt. Et je la connais. Voilà. Merde, j'ai encore dit voilà. Je veux dire, les Landes et tout, je connais pas très très bien cet endroit. Donc là, moi, j'ai un lien même affectueux à la forêt de Fontainebleau. Donc quand je fais ça, ça me rend encore plus triste que des feux de forêt dans les Landes ou des feux de forêt aux États-Unis, quoi. Bon, après, c'est un peu. Oui, c'est du granit. C'est ça, c'est du granit dans la forêt de Fontainebleau. Bon, après, on s'en fout, hein, que ce soit la forêt de Fontainebleau ou une autre forêt, c'est tout aussi grave. Évidemment, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en mode genre, oh, oh. Et oui, il y a pas mal d'escalades là-bas, du coup. Exactement. C'est dans cette forêt que se déroulent les bouquins des fourmis de Werber, d'ailleurs. Ça nous avance pas, mais voilà, comme dirait l'autre. Bah, je savais pas, quoi. Je savais pas ça. D'accord, d'accord. En tout cas, très belle forêt, la forêt de Fontainebleau, qui est en train de cramer. Allez, c'est parti. J'ai vu un premier incendie, puis un deuxième, un peu plus loin, puis un troisième. C'est du grès, pas du granit? Attendez, on va commencer en regardant quelques images de la forêt de Fontainebleau et voilà, et vous me direz si c'est du grès ou du granit. Forêt de Fontainebleau. Alors, on commence avec un petit coup de Google Images. Regardez les belles pierres. Trop beau. Ça, c'est classique forêt de Fontainebleau. J'ai fait de l'escalade à Fontainebleau et une course d'orientation. Bon, ça m'étonne pas. Ah, mais là, du coup, il y a que les images des feux. Mais non, quelle horreur. Non, mais c'est beaucoup d'endroits comme ça avec des gros cailloux, quoi. Avec des grosses pierres. Ça me rappelle des souvenirs, ces grosses pierres. Surtout que j'ai pris tout un tas de substances dans des free parties où après on allait se balader un peu plus loin. Et du coup, tu te retrouves à des endroits qui ressemblent un peu à ça et t'es en mode genre, waouh, c'est magnifique. La mousse sur ces rochers est magnifique. Waouh, elle est. Mais c'est normal que la mousse sur ces rochers soit de toutes les couleurs. C'est magnifique.
S'il y en a qui ont fait des teufs dans le 77 à l'époque, ou encore maintenant, vous savez de quoi je parle. C'est trop beau, regardez, il y a des couleurs de fou. Regardez ça, à l'automne, elle est magnifique cette forêt. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Donc c'est du granit ou du grès? Je ne savais pas qu'une mousse pouvait avoir une telle couleur. Sachant qu'en plus, pour de vrai, hein, quand on prend des psychedelics, la mousse, ça fait vraiment partie des trucs visuels qui font triper de fou. Parce que c'est plein de petits trucs, ça fourmille, et le lichen aussi, le lichen, non, on dit lichen ou lichen, je sais jamais. Ça fait triper de zinzin, c'est des trucs qui font triper de fou. Voilà. Des trucs comme ça. Et les trucs dans les motifs répétitifs, ça fait ça aussi. Genre une trace de roue dans la boue. T'es en mode genre, wow, mais c'est quoi? Bref. Oui, la mousse, c'est incroyable à observer de manière générale, quoi. Mais lichen, on dit lichen. Ok. J'y passe mes journées à grimper depuis plus de 5 ans, je vous assure que c'est bien du grès. Ok. Bon, en tout cas, il se trouve que la magnifique forêt de Fontainebleau est en train de brûler à cause du réchauffement climatique. Les feux ont consumé plus de 1300 hectares dans la forêt de la commune en Seine-et-Marne, selon un bilan provisoire. Les autorités évoquent la piste d'un sinistre d'origine volontaire. Bon, j'ai envie de sortir la réplique de Batman The Dark Knight. Some men just want to watch the world burn. Certains hommes veulent juste voir le monde brûler. Il parle du Joker à ce moment-là. Hein. Mais en fait, c'est avec les sécheresses, les canicules et le réchauffement climatique, il suffit qu'il y ait un doomer de l'écologie qui pète un câble, qui sont en mode j'en ai marre, je veux voir ce monde brûler une bonne fois pour toutes. L'humanité doit disparaître. Tu peux cramer une forêt. Un gars tout seul peut cramer une forêt historique tranquillos, tout seul dans son coin. Donc s'il y a des gens qui pètent des câbles à cause du réchauffement climatique et du monde de merde dans lequel on vit, ça rend la situation inflammable, quoi. Vous voyez? Sans mauvais jeu de mots. Au sens propre et au sens figuré, quoi. Ou même juste un mégot, évidemment, et tous les trucs accidentels, quoi. Enfin, c'est atroce. Hein, Achères-la-Forêt et Noisy-sur-École. C'est une mer de sable entourée de pinèdes, comme un coin de Méditerranée à 1 heure de route de Paris. Les sables du cul de chien, je connaissais pas ça, le cul de chien, attirent à l'ordinaire les randonneurs et randonneuses de l'île de France. Lundi 13 juillet, ce sont les canadaires qui rôdent dans le ciel. Tout semble encore calme dans cette clairière. Seules quelques flammes consument des bruyères sous les futaies alentours. Mais soudain, un panache de fumée noire s'élève au-dessus des 3 pignons. Ce massif parsemé de chaos rocheux, un haut lieu de l'escalade de blocs niché au cœur de la forêt de Fontainebleau est rattrapé à toute allure par l'incendie. Celui-ci avance, porté par des vents tournants. Un mur de feu apparaît un instant entre les pins, aussitôt englouti par une épaisse fumée blanche, tandis que ne cessent de tournoyer les 2 bombardiers d'eau, donc les 2 canadaires. Donc voilà, ça ressemble à ça, quoi. C'est vraiment, c'est apocalyptique. Hein. La forêt est en train de cramer, littéralement. Lundi, en milieu d'après-midi, la préfecture de Seine-et-Marne a indiqué à l'AFP que l'incendie n'était pas fixé et qu'un nouveau départ de feu avait été signalé dans le secteur de la Faisanderie, non loin de la ville de Fontainebleau. Les opérations mobilisent plus de 800 pompiers au total depuis ce dimanche, dont 200 qui proviennent de toutes les régions de France, y compris de départements comme le Var, a souligné le préfet de Seine-et-Marne, Pierre Horry. Alors j'ai lu aussi que les balles des pompiers du 14 juillet avaient été annulées en Ile-de-France. Probablement tous les balles des pompiers, parce que les pompiers sont occupés à tenter de contenir l'incendie de la forêt de Fontainebleau, quoi. C'est trop triste, mais oui, c'est vraiment, c'est à pleurer hein, quand tu vois ça. C'est à pleurer. Donc les balles de pompiers sont annulées. Alors bon, c'est triste que les balles de pompiers soient annulées parce que c'est pour des mauvaises raisons. Mais bon, moi, les balles de pompiers, qui soient annulées, pour moi, c'est pas une grande perte. Mais ça, c'est ma sensibilité personnelle. Et les feux d'artifice? Bon, après, si c'est le genre de truc qui sont annulés parce qu'il faut éteindre des feux de forêt, bon, ainsi soit-il. C'est pas le plus grave, hein, l'annulation des balles de pompiers. Ce qui est le plus grave, évidemment, il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est ça, quoi. C'est ces paysages magnifiques, en plus avec toute la biodiversité que ça contient, quoi. Des forêts historiques qui sont considérées comme des joyaux de la nature, quoi. Qui crament comme ça. C'est moche. C'est vraiment moche. Alors après, tous les trucs de pollution, de biodiversité, tout ça, c'est moche. Il n'y a pas à faire de concours de c'est quoi le plus moche. Mais là, je trouve que la forêt de Fontainebleau, qui est considérée comme vraiment une forêt magnifique, une forêt historique, un lieu même presque touristique, que plein de gens, il y a plein d'humains depuis des décennies, depuis des siècles, qui vont dans cette forêt pour dire ah que la nature est belle, quoi. C'est beau. Ça fait partie des choses qui sont trop cool à faire quand t'es un être humain, littéralement. C'est d'aller dans des endroits comme la forêt de Fontainebleau et se dire c'est magnifique quand même, on vit sur une planète qui est magnifique. Et quand c'est ces petits joyaux qui brûlent, je trouve que ça rajoute une sous-couche de tristesse en plus que ça, quoi. Vous voyez? Même si bon, c'est pas plus grave que la perte de la biodiversité, et la pollution atmosphérique et tout un tas de choses, quoi. Voilà, c'est pas parce que c'est joli que c'est plus grave. Mais je trouve que ça rajoute un truc en plus qui fait que moi ça m'attriste encore plus, quoi. Voilà. Il y a un truc symbolique qui, moi, m'attriste, quoi. Quand on parle des feux de forêt, on oublie tous les petits animaux qui y meurent. Bah oui, bah oui. Alors après, bon, j'espère qu'ils vont en parler là, mais c'est bon, c'est un reportage sur place, du coup. Voilà. Oula.
Le premier bilan qui faisait état de 800 hectares brûlés est largement dépassé, d'après les éléments livrés à la presse par les autorités, qui parlent désormais de plus de 1300 hectares calcinés. Aucune personne blessée n'a déploré à ce stade. L'incendie aurait débuté autour de 16h30, dimanche 12 juillet, dans des circonstances suspectes, de part et d'autre de l'autoroute A6. Il y a une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que cela pourrait être une origine volontaire. Un périmètre de 1000 mètres. Ça veut dire que sur un parcours de 1 km, comme ça, il y a un mec qui a fait une balade d'1 kilomètre en faisant des départs de feu un peu partout, quoi. Ça serait ça l'origine? Aïe, 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 aïe. A précisé lundi matin le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez lors d'un déplacement à Noisy-sur-École, où a été établi un poste de commandement. 2 personnes ont été interpellées pour des mises à feu volontaires ou accidentelles, a annoncé le ministre quelques heures plus tard. Un habitant qui vit au plus près du départ de l'incendie confirme auprès de Mediapart. J'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas vers 17h30. J'ai vu un premier incendie, puis un deuxième un peu plus loin, puis un troisième, raconte Olivier Mourier, 67 ans. C'est pas une pomme de pin qui a fait 1,5 km par-dessus l'autoroute. Ce retraité figure parmi les premières personnes évacuées dimanche, en fin d'après-midi. Depuis, 900 habitants et habitantes ont dû quitter leur domicile, d'après les autorités. Une dizaine d'évacués s'est rassemblée à la mairie d'Achères-la-Forêt. Les traits tirés, ils et elles guettent les dernières nouvelles, tandis que les plus âgés tentent de retrouver un peu de sommeil sur les civières disposées par la Croix-Rouge. Donc voilà, photo des feux ravagent la forêt historique de Fontainebleau. Donc ça, c'est le cul de chien, c'est ça? Ça s'appelle le cul de chien, cet endroit. Confirmez-moi. C'est le cul de chien, c'est ça? Un endroit où t'as une plage de sable fin au milieu d'une forêt? En Île-de-France? C'est joli, les endroits comme ça. Poétique. Ouais, bah, le nom est un peu bizarre. C'est en mode la mer de sable, exactement. On est à 2000 hectares maintenant. Ouais, donc ça n'a pas encore été contenu, hein, parce que là, on est mardi. Le sif du caniche. Ah, ouais, ok, c'est ça, c'est le cul de chien. Eh B. Bon, au moins le sable, il va pas brûler. Hein. Sur le parking attenant, des volontaires livrent un à un les packs d'eau offerts par des entreprises et des particuliers et particulières. Ah ouais, c'est même pas la puissance publique qui peut prendre en charge d'offrir des packs d'eau aux 900 habitants évacués de leur domicile parce qu'il y a un incendie historique dans la forêt de Fontainebleau. Voilà, la puissance publique n'a pas les moyens d'offrir des packs d'eau, quoi. C'est des volontaires et des particuliers, des entreprises qui font ça. Non, mais c'est grave, quoi. C'est grave. Mais ça, c'est la conséquence aussi, évidemment, de toutes ces politiques d'austérité, ces politiques de réduction de la dette, à dire non mais regardez le pognon de dingue qu'on met pour l'État obèse, mes couilles là, non mais allez vous faire foutre normalement. Qu'est-ce que c'est que ça, genre? Pour la bifurcation écologique de manière générale, mais même pour des choses aussi simples que contenir les incendies de forêt, venir à la rescousse des gens qui doivent fuir leur maison parce qu'elles vont cramer dans des feux de forêt, ce genre de choses. Je veux dire, ça, c'est une vraie bonne raison. Et l'adaptation à la canicule, etc. De dire, bon, bah, la dette, normalement, s'ils augmentent de 1% de points de PIB, on s'en bat un peu les couilles. Let's go mettre de la thune pour ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Ça, c'est aussi les conséquences, et évidemment les conséquences, alors d'un point de vue très très large, de notre mode de production capitaliste et de tous ceux qui nous gouvernent, en fermant les yeux sur le réchauffement climatique depuis des décennies, évidemment, mais aussi beaucoup plus précisément des politiques d'austérité actuelles de Macron et ses prédécesseurs, quoi. Quand vraiment le discours dominant dans la droite libérale, dans l'extrême droite et même une partie de la gauche, c'est de dire la dette va nous niquer, hein, tout en faisant des cadeaux fiscaux aux entreprises en permanence, de dire les services publics c'est de la merde, on s'en fout, on n'a pas besoin de ça. L'État, il faut moins d'État et moins d'argent pour l'État parce que regardez, les marchés financiers vont arrêter de nous prêter. Je veux dire, les conséquences à la fin, c'est que l'État est totalement impuissant quand on se retrouve face à des feux de forêt comme ça, quoi. Enfin, t'as eu le truc des Canadaires, là. Ils avaient réduit des budgets sur je sais plus quoi, c'était à l'époque où Gabriel Attal était Premier ministre. Du coup, ils étaient censés acheter 4 Canadaires, ils ont acheté que 2 Canadaires. Et en plus, racheter des Canadaires, donc les Canadaires, c'est les avions qui sont là pour lâcher de l'eau et contenir les feux de forêt. En plus, ils avaient pris la décision de racheter et d'acheter plus de Canadaires, parce qu'on n'en avait pas beaucoup en France, et parce qu'il y a eu des feux de forêt massifs dans les Landes, je crois. Si je dis pas de bêtises, quoi. Et là, c'est là en mode genre, ah non, on n'a pas assez d'argent, hein. On va pas pouvoir acheter 2 Canadaires supplémentaires. Je sais pas combien ça coûte un Canadair, mais ça va. Ça coûte pas 1 milliard d'euros non plus, quoi. C'est une dinguerie quand même. Que la France, que l'État français qui est quand même, je vous le rappelle, on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une bonne chose qu'on ait beaucoup d'impôts si ça permet d'avoir un bon système social, etc., etc. Mais je veux dire, on paye quand même beaucoup d'impôts pour que ce soit même pas foutu d'acheter 2 Canadaires supplémentaires. C'est 26 millions un Canadair. Pardon, c'est 26 millions. Mais sur le budget de l'État, c'est rien, 26 millions. Pour acheter 10 Canadaires, là, comme as, quoi. Débloquer 260 millions pour des Canadaires, ça devrait être instantané. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Ça va. Tu demandes aux multinationales de mettre un peu plus la main à la pâte. Tu leur fais un peu moins de politique d'exonération de cotisation. Les 260 millions, tu les trouves en un claquement de doigts. Tu les trouves archi facilement. Hein. On parle de 200...
On parle plus de 260 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises par an. C'est plus de cet ordre-là. Hein. Waouh. Pour acheter 1000 Canadair sur un an d'aides fiscaux aux entreprises, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La main à la poche, oui, pas la patte, pardon, la main à la poche. 26 millions un Canadair. Ils vont en acheter 4. Que 4, ils en rachètent que 2. Non mais pitié, quoi. Oui, j'ai vérifié, c'est 30 millions. Ouais, on va dire 30 millions. Fourchette haute. Donc en plus de faire des politiques de réduction de la dette, etc. Bon, déjà, c'est de la merde de faire ça. Mais là, on parle d'avions qui coûtent 30 millions. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas mettre 60 millions en plus pour acheter 2 Canadair supplémentaires, quoi. C'était déjà trop pour eux. C'est vraiment révoltant, quoi. Quand tu vois, c'est ça le pire. C'est que les trucs d'adaptation à la canicule, certains trucs pour la bifurcation écologique, alors je parle pas de... Ça sera pas suffisant, les trucs d'adaptabilité et de survivabilité. Évidemment que ça sera pas suffisant. Il faut repenser notre mode de production économique, il faut repenser notre système en profondeur, et ça demande des changements de paradigme, et ça demande des milliards et des milliards d'investissements pour la bifurcation écologique. Évidemment, si on veut vraiment prendre le problème au sérieux. Mais même sur des trucs aussi simples, et là, qui est aussi nécessaire actuellement que l'adaptabilité et la survivabilité, il y a plein de trucs, ça coûte même pas si cher que ça. Je veux dire, végétaliser les villes, mettre plus d'ombre dans les villes, foutre des volets qui ferment dans les tours et les appartements en ville. Acheter des Canadair. Ce genre de trucs. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Sur les trucs là qu'on pourrait faire aujourd'hui, tout de suite, pas pour faire toute la bifurcation écologique, mais juste pour tenter de survivre à peu près, tenter de limiter un peu la casse, tenter de s'adapter un minimum. Juste un peu de survivabilité et d'adaptabilité, ça pourrait déjà changer la donne sur le quotidien des gens en pleine canicule, en pleine période de sécheresse et pour les feux de forêt. Rien que ça, on est incapable de le faire. Alors que ça serait que dalle. Alors que sur un budget d'État, c'est que dalle. Même ça, on n'est pas capable de le faire. Vraiment, à cause de leur putain de politique de droite, de réduction des dépenses publiques, quoi. Uniquement à cause de ça. Un F-35, c'est 5 milliards. Au moins 10 Canadair avec ça. Bah oui, plus que ça. Plus que ça. Ouais, 100 Canadair avec ça. C'est 30 millions un Canadair. Avec 5 milliards, tu peux avoir 150 Canadair pour un F-35. Après, c'est aussi de la... Salut Alix. Après, c'est aussi de la volonté politique. Les politiques de droite ne veulent pas que les villes soient agréables pour zoner dedans sous des arbres, etc. Parce que les villes sont désignées pour être hostiles, pour forcer les gens à ne pas traîner, salir et pour qu'ils aillent dans les magasins, les bars, qu'ils rentrent chez eux. C'est vrai. Mais du coup, c'est dire à quel point, genre... Alors, pour créer plus d'activités dans les centres commerciaux climatisés, on va rendre la ville invivable alors que ça coûterait même pas beaucoup d'argent de foutre des zones d'ombre et de végétaliser les trucs, quoi. Et de faire plus de parcs. Mais bon. Après, j'espère quand même qu'à un moment donné, il va y avoir un peu plus de politiques publiques qui vont dans ce sens. Parce que là, vu les canicules qu'on a eues, celle-là, et surtout en plus la dernière, où c'était littéralement invivable, il y a des gens qui sont partis de chez eux pour aller dormir dans des parcs. Et c'était pas des sans-abri, quoi. Enfin, je veux dire, il faut comprendre ce que c'est. Dans le monde dans lequel on vit, comprendre ce que ça signifie d'aller dormir dans la rue dehors. Enfin, dans un parc, là, en l'occurrence. Normalement, dans le monde dans lequel on vit, dans la France dans laquelle on vit, dans notre société actuelle, dormir dehors, passer la nuit dehors, c'est censé être un truc que tu ne fais pas. C'est censé être un truc de marginal, c'est censé être un truc de clodo. Et je fais exprès d'utiliser un terme qui est péjoratif, quoi. Normalement, quand t'as un chez-toi, le but d'un chez-toi, justement, c'est de ne pas dormir dans un parc, de ne pas dormir dehors. Là, on est arrivé à des niveaux de canicule, des gens qui ont un foyer, qui ont un abri, ont été dormir comme des sans-abri, dehors à la belle étoile dans des parcs. Symboliquement, ce que ça signifie, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et pourtant, des gens qui ont été dormir dehors, dormir à la rue, comme des sans-abri, finalement, force à tous les sans-abri, je dis pas ça pour être critique des sans-abri, quoi. Mais je veux dire, c'est un truc où la société française ne fonctionne pas comme ça d'habitude. C'est pas normal, c'est pas une situation normale du tout. Du tout. Donc je veux dire, face à cet état de fait, j'espère quand même que sur les trucs de survivabilité, je dis même pas adaptabilité, hein, juste survivabilité, rendre les grosses canicules qui vont se multiplier juste survivables. J'espère quand même qu'il y aura un peu de politiques publiques qui vont dans ce sens dans les décennies à venir, quoi. Si ça coûte que quelques dizaines de millions, enfin voilà. Je peux pas croire qu'on va continuer à garder des villes invivables juste pour forcer des gens d'aller au centre commercial du coin climatisé, quoi. Et à un moment donné, juste ça ne sera plus possible parce que de toute façon les gens vont réclamer un peu plus de survivabilité, quoi. Donc j'espère quand même que ça va commencer à évoluer un petit peu dans les années à venir. Sans ça, sans ça, c'est incompréhensible, quoi. Voilà. Alors après, on vit dans une société capitaliste et les droitards, on n'en a rien à foutre de la survivabilité des gens. C'est les profits avant tout. Voilà, les profits valent bien plus que nos vies. Ça, c'est un grand slogan de la gauche là qu'on disait beaucoup il y a quelques années, quoi. Nos vies valent plus que leurs profits, bah non. Faut croire que non. Mais quand même, je me dis à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible.
ou si vraiment ils continuent à rendre la vie littéralement invivable sur fond de réchauffement climatique vénère, bah à un moment donné ça va péter. Hein. À un moment donné ça va être de la révolte quoi. À un moment donné ça va péter et juste les gens ça va commencer à faire la révolution quoi. Je sais pas. Jusqu'où ils vont nous rendre la vie littéralement invivable. Invivable. Je sais pas. Mais ça dégoûte. Bon bref, allez on reprend l'article. On était où? On était là. Les 24 dernières heures lui ont enseigné que le feu pouvait reprendre à tout moment. Ces villages, qui n'avaient encore jamais eu à affronter un tel incendie, tentent de se protéger des flammes avec les moyens du bord. À Noisy-sur-École, Delphine, donc son nom a été modifié vraisemblablement, arrose sans relâche son jardin, mais la terre, desséchée par 3 épisodes de forte chaleur, semble imperméable. Dans le quartier, on annonce un redémarrage près du cimetière. Alors elle veille sur la maison de ses voisins, dont le jardin était avalé par les flammes. Dimanche soir, les habitants et habitantes de ces maisons cossues, en lisière de champs, se pensaient à l'abri de l'incendie. On a été parmi les derniers à partir. On a balancé de la flotte sur nos volets, sur nos fenêtres. J'ai tout gorgé d'eau, racontait la Mediapart. Mais soudain, le ciel s'est embrasé. C'est là qu'on a compris qu'il y avait un deuxième incendie à côté du champ, se souvient-elle. Elle et son conjoint ont fini par trouver refuge chez un couple d'amis à quelques kilomètres de là. Moi, ce que je trouve un peu beau dans ces moments-là, c'est qu'on a cette vision de si ça commence à être la merde, on a cette vision de en cas d'apocalypse, les gens vont s'entretuer. Et ça, c'est un truc que les libéraux adorent nous vendre. C'est vraiment une vision de la société que les libéraux adorent nous vendre à longueur de journée. C'est ce truc de l'homme est un loup pour l'homme. Il faut des flics partout, sinon on va s'entre-dévorer nous-mêmes. Et dans les moments où ça devient quasi apocalyptique, moi je trouve qu'on voit surtout de l'entraide. On voit beaucoup d'entraide, les gens ont tendance à pas se foutre sur la gueule les uns avec les autres en fait. Les êtres humains ont quand même une tendance à ne pas faire ça. Alors après, quand je dis ça, je mets en dehors les rapports de domination, etc. etc. Mais des gens d'une catégorie donnée, on va dire, généralement quand ça pète et qu'on se retrouve dans des trucs comme ça, on voit plus d'entraide que de gens qui s'entretuent quoi. Et justement, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps. Mais j'avais lu un article de Mediapart aussi, parce qu'ils font des reportages dans les moments de. Et ça, forcément, Mediapart, pour ça, ils sont trop bien. C'est que dans les moments de crise climatique, de grands moments caniculaires, etc., ils font des reportages sur place où ils donnent la parole aux gens qui subissent les feux de forêt. Et là, c'était qui subissent la canicule à Paris et en banlieue. Et ils avaient fait un long article là-dessus. L'article était trop, trop bien. Et moi, je trouvais assez émouvant parce que tu voyais beaucoup d'entraide au final. Et tu voyais que les gens n'étaient pas en train de s'entretuer, quoi. Alors que la situation était extrêmement préoccupante. Encore une fois, c'est genre en mode. C'est des gens partout dans la rue à 3h du mat. En plus, ça rend un peu zinzin la canicule. Le soleil qui tape sur la tête, la chaleur, ça peut rendre irritable, quoi. Et les gens, en fait, non. Quand t'es en situation de survie, les humains ont plutôt tendance à s'entraider qu'autre chose, quoi. Et là, on le voit encore à travers cet article. Moi, c'est un truc que je trouve beau. C'est un truc qui même m'émeut profondément. Parce que justement, les libéraux et ces connards de capitalistes ont tendance à nous vendre un monde où, non, si ça pète, les gens, ils vont s'entretuer. Donc, on a besoin d'un libéralisme autoritaire. Allez vous faire foutre, vraiment. C'est pas comme ça que les êtres humains fonctionnent. À un moment donné, si tu vois que ton voisin il va canner dans un incendie, bah t'essayes de l'aider quoi. Voilà. Il y a même les agriculteurs qui ont déboulé avec leurs tracteurs pour retourner la terre et stopper l'avancée des flammes. Bah ouais. Moi c'est ce qui me donne un peu espoir aussi pour l'avenir, sur le temps long quoi. Je me dis non, à un moment donné ça va. Les êtres humains, à des échelles données, ils ont quand même plutôt tendance à s'entraider et à se serrer les coudes quoi. Et je veux dire, là, des trucs comme ça, on va en vivre de plus en plus. L'avenir sera fait de plus en plus de trucs comme ça, quoi. Et moi, quand je vois les trucs d'entraide, les gens qui s'entretuent pas dans ces moments-là, je me dis, bon, allez, on va y arriver. Collectivement, on peut y arriver, quoi. Mais faut pas compter sur ceux qui nous gouvernent, évidemment, quoi. Évidemment. Oui, mais bon, si ton voisin est de droite, non, mais je sais pas, t'es de gauche, ton voisin est de droite, si sa maison est en train de cramer, tu vas pas être en mode genre, bah qui brûle. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, en réalité. Voilà. Il y aurait quand même un minimum d'empathie humaine, ou bon, voilà. Après, je dis pas, il y a des extrêmes droitards, eux, ils ont pas beaucoup d'empathie humaine, évidemment, mais voilà. À l'échelle d'une communauté, on va dire, en tout cas, tu la vois cette entraide. Tu la vois. À l'échelle d'une ville, d'un village, etc. C'est plus important de savoir faire des choses en groupe que de savoir construire un abri et chasser des sangliers pour survivre. Bah oui, évidemment. La survie, il faut l'appréhender collectivement. Et justement, il faut l'appréhender le plus collectivement possible. Et idéalement, il faudrait l'appréhender à l'échelle de l'humanité tout entière, à l'échelle internationaliste, quoi. Parce que voilà, si tu arrives à l'appréhender à l'échelle d'une ville, d'une communauté, très bien, mais le jour où il y aura des grandes phases de migration, parce qu'il y a des endroits du monde qui deviennent invivables, et qu'à l'échelle de ton village, de ta ville, de ta communauté en France, tu sais t'entraider pour survivre, mais que du coup, je sais pas, des Pakistanais qui fuient leur terre, parce qu'il fait 55 degrés au printemps, pour tenter de joindre l'Europe, et eux, tu les laisses se noyer ou tu les tues proactivement dans la Méditerranée, on va pas s'en sortir non plus, quoi. Donc c'est justement, on peut l'avoir cette logique d'entraide, cette logique d'humanité en fait qui survit dans ces moments de difficulté, on peut l'avoir. Mais si la structure dans laquelle on évolue fait qu'à un moment donné, on s'entretue entre nations, je veux dire, normalement, bon voilà, on va pas y arriver quoi. C'est lutte finale, non? Littéralement, bah ouais. Mais moi ça me fait souvent penser à ça. Et bon, c'est pas une take que je sors de mon cul, on est beaucoup à penser ça quoi. C'est qu'à un moment donné, la crise climatique, ça va être un immense reality check
pour l'humanité, à l'échelle de l'humanité, quoi. Et donc il y a deux solutions. Soit ça devient Mad Max, soit on vit dans une dystopie où c'est la guerre, la destruction, la désolation, et à la fin c'est Mad Max. Soit c'est un grand reality check anticapitaliste et ça pète et l'humanité se réveille et se dit non mais là c'est pas possible en fait. Et là ça va commencer à faire la révolution avec un grand R. Vous voyez? On verra, hein. On verra. Pour moi ça va être ça, hein. Pour moi la crise climatique ça va être un accélérateur pour le meilleur ou pour le pire. Peut-être pour la fin du capitalisme et enfin un monde où l'humanité vit comme elle devrait vivre, c'est-à-dire moi je pense de manière plus communiste on va dire. Ou alors au contraire ça sera un accélérateur pour le début de la fin et l'apocalypse quoi. Mais bon, moi je garde espoir là-dessus. Je garde espoir. Parce qu'à un moment donné, on a la force du nombre avec nous, quoi. Et à un moment donné, ça va se voir que non seulement il y a des personnes qu'on n'a rien à foutre de la survie de l'humanité par rapport au réchauffement climatique, premièrement, mais qu'en plus, ces gens-là, ils sont proactifs dans le réchauffement climatique juste pour leur profit, quoi. Dans 60 ans, oui. Bon, on verra quand ça se passe, mais moi, je garde espoir. Hein. Je garde espoir que la crise climatique, malgré tout, et c'est horrible à dire, hein, parce que si ça rend la planète invivable, bon, bah, super. Super. On aura le socialisme réel dans une planète invivable. Ça craint. Mais je veux dire, je garde espoir que ce truc-là soit un accélérateur pour quelque chose de l'ordre du révolutionnaire et de la fin du capitalisme. Sauf si c'est pas ça, on est cuit. Hein. Si c'est pas ça, on est cuit. Mais je garde espoir là-dessus. Voilà. Bref. Mais c'est désespérant et c'est triste en réalité. Mais bon. Merci Clems. Merci beaucoup pour ton premier mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah là là. Partout, les pompiers luttent pied à pied pour contenir les flammes. Deux groupes interviennent dans des propriétés où s'échappent encore des volutes de fumée. Le chef du groupe donne pour instruction à ses équipes de ne prendre aucun risque. Il y a des trous partout, c'est très escarpé. Ce serait compliqué d'envoyer un VSAV, donc un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, insiste-t-il. Très connu des amateurs et amatrices de trail, les environs sont particulièrement escarpés et difficilement pénétrables, nous explique le sapeur-pompier. On a un humus, non c'est un humus on dit. On a un humus particulièrement important au sol. Donc le feu va avoir tendance à s'enfoncer en sous-sol. Il peut sembler calme mais repartir à tout moment. Son talkie-walkie n'arrête pas de sonner. Il est l'heure de relever les équipes. C'est une guerre d'usure, prévient-il alors. Le sous-préfet de Fontainebleau, Yanis Bouzard, a indiqué lors d'un point presse lundi que l'incendie pourrait nécessiter l'engagement de pompiers durant 1 ou 2 semaines. Oh waouh! Une catastrophe d'une ampleur inédite pour la biodiversité de la forêt francilienne. 1 ou 2 semaines. Oui, le houmous, c'est autre chose. On dit bien du humus, comme l'humus du Ngoro, voilà, pour ceux qu'on la ref. 1 à 2 semaines. Une guerre d'usure. Oh. Mais comment dire, ce vocabulaire de la guerre, pour parler de la crise climatique, en vrai, c'est le bon vocabulaire. Hein. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle l'économie de guerre. Et ça, pour faire la guerre, pour s'entretuer, on sait le faire. Hein. Les humains, nos sociétés occidentales, nos sociétés libérales, capitalistes, etc., etc. Si c'est pour s'entretuer, passer en économie de guerre, ils savent le faire. C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Pour s'entretuer pendant toute la boucherie qui a été la Première Guerre mondiale, la France, du jour au lendemain, a voté des crédits de guerre, etc. Ils se sont dit, ok, maintenant l'intégralité de l'économie capitaliste, hein, c'était une économie capitaliste, l'intégralité de l'économie française sera fléchée vers la guerre. Et tout le capitalisme français se retrouvait du jour au lendemain dirigé, planifié par un État centralisé, pour dire, ok, maintenant on met tous les efforts économiques, on met absolument toute la société française et l'économie française en action et dans une seule et même direction, aller s'entretuer avec nos voisins. Ce qui est horrible quand ils pensent. C'est vraiment, mais genre, c'est l'horreur, c'est l'enfer sur terre, littéralement, de faire ça. Mais si on applique cette logique-là à la bifurcation écologique, et ben là, on pourrait s'en sortir. Mais c'est ça qu'il faut. Et quand on parle de planification économique, la planification économique, l'étape suivante, enfin l'étape encore supérieure, où là vraiment toute la société, toute l'économie française va dans une seule et même direction, de manière planifiée, c'est l'économie de guerre. Ça s'est vu un petit peu pareil avec le Covid. Pendant le Covid, Macron, quand il a dit « Nous sommes en guerre », ben, il n'a pas totalement tort de le dire. C'était un peu en mode « Bon, bah là, c'est un grand moment », et donc du coup, la société et l'économie française, bon, ça a nuancé ce que je dis, change du jour au lendemain, d'un seul coup, pour changer de nature. Et là, c'était la lutte, le confinement, le Covid, etc. Donc il y avait un peu de vrai quand il disait « Nous sommes en guerre ». Ça rappelle un peu l'économie de guerre, cette espèce de grand bouleversement où d'un seul coup, tout change. Ce qu'il faudrait, c'est ça. Ce qu'il faudrait, c'est une économie de guerre. Au lieu de se faire la guerre où on s'entretue dans des boucheries horribles guerrières entre êtres humains, économie de guerre et on se bat contre le changement climatique. C'est ça à un moment donné qu'il faudrait faire. Au grand mot, les grands remèdes. Vous voyez? Et le truc, pareil, c'est ça qui donne un peu espoir, c'est qu'on a su le faire. On a su le faire pour s'entretuer. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas être capable de le faire
pour sauver la planète. Bah moi, je me dis que si, c'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, je veux dire, l'espoir demeure parce que on a su le faire par le passé, pour des très mauvaises raisons. Si on a su le faire par le passé pour les mauvaises raisons, peut-être qu'on saura le faire pour les bonnes raisons. Spoiler, non. Bon bah à ce moment-là, je coupe le live et puis j'arrête et puis je vais me suicider si c'est ça. Enfin vraiment, normalement dire spoiler non. Si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on dit que tout ça est impossible et que ça n'arrivera jamais, qu'est-ce qu'on fait? On continue de lutter? Moi, si c'est ça, je coupe le live et puis je change de truc. Qu'est-ce que je me ferais chier à parler politique? Si c'est mort, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je deviens streamer divertissement, gaming, React, ça sera plus fun. Moi, je me remets à la musique et on arrête de lutter si c'est mort. Vous voyez? Vraiment. Pour ça, moi, ce discours, je sais pas. C'est jamais mort, les gens, mais oui, il faut garder espoir, Et plus ça va être la merde, plus passage en économie de guerre, on fait la guerre au climat, plus ça sera envisageable, probablement. On verra, peut-être ça se fera beaucoup trop tard et dans des décennies. Mais juste, peut-être que quand il y aura plus le choix, quoi. Je sais pas. On verra. Bah oui, franchement, pour moi, c'est mort. Mais à ce moment-là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous vous emmerdez à suivre la politique. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez des œillères. Vous mettez pas des œillères et vous dites je ne m'intéresse plus à tout ça et j'essaye de vivre et de trouver un peu de bonheur dans le peu de temps qui m'est imparti sur cette planète, quoi. Si vraiment vous y croyez pas du tout, je comprends pas pourquoi vous suivez la politique. Moi encore, à la limite, c'est mon métier. Moi, je m'y retrouve là-dedans. N'hésitez pas à sub à la chaîne. À la limite. Je comprends pas si vous dites vraiment c'est mort, on s'en sortira jamais. Je comprends pas pourquoi vous suivez la politique à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi vous emmerdez à vous angoisser avec ça. Vous pourriez juste vous dire je mets mes œillères et puis on n'en parle plus. Je sais pas. Il est jamais trop tard, LFI a un programme de bifurcation écologique qui est probablement insuffisant, mais c'est vraiment notre seule chance. Mais en tout cas, c'est un pied dans la porte. On verra. Ce sera pas suffisant pour sauver la planète de la crise climatique. Élire Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République française, ça sera évidemment pas suffisant. Nous, on n'est qu'un pays de 70 millions d'habitants sur une planète où il y en a 7 milliards. On est 1% de la population, même pas. 8 milliards maintenant. On peut être pessimiste sans être défaitiste. Exactement, Laurence 78. Mais là, dire non, c'est mort, pour moi, c'est juste être défaitiste. On verra. Votre maison brûle, vous croisez pas les bras en disant que c'est foutu. Faites ce que vous pouvez pour limiter les dégâts et sauver ce qui est sauvable. Mais oui. Je sais pas, on verra. Mais moi, quand même, je perds pas tout à fait espoir parce qu'à un moment donné, c'est de la survie en fait. À un moment donné, c'est de la survie. Si c'est une question de vie ou mort et c'est une question de survie collective, je pense qu'il peut y avoir des grands changements de paradigme. Et je pense qu'on pourra le vivre de notre vivant. Peut-être pas, peut-être ça sera mes enfants qui le vivront et pas moi. Mais je veux dire, à partir du moment où ça sera de la survie littéralement, il va bien se passer un truc à un moment donné. Moi, je refuse de me dire que c'est impossible. Sans ça, on est mort. Sans ça, on est mort, littéralement. Sans ça, ça va être Mad Max. Sans ça va être, je sais pas, 85% de la population mondiale qui meurt. Et puis voilà, à la fin, ça sera une dystopie cyberpunk post-apocalyptique. Je sais pas, peut-être que ça va être ça qui va se passer. Mais moi, je refuse de me résoudre à ce que ça soit ça. On verra. Juste que quand ça va péter, quoi. Enfin, quand ça va être la crise, ça va être la crise vraiment. Ça va être horrible, ça va être l'enfer. Mais peut-être que justement, ça va tellement être l'enfer et ça sera tellement une question de survie que là, on aura notre révolution, vous voyez, notre grande révolution mondiale. Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas impossible. Sans ça, c'est mort. Sans ça, moi, j'arrête la politique. Vraiment. Voilà. Bon, bah, sur ces belles paroles, on peut passer à la séquence suivante, en vrai. Ça peut servir de conclusion, ça, vous en pensez quoi? Alors, en tout cas, ouais, c'est vraiment des sujets comme ça. En plus, on parle pas assez d'écologie, souvent. Parce qu'en fait, dans tous les cas, quand t'as l'extrême droite en position de force partout en Europe, l'extrême droite, par essence, ils ont absolument rien à branler de l'écologie. Eux, c'est en dernière instance, l'extrême droite, leur idéologie, c'est la loi du plus fort. Il se trouve que pour eux, les plus forts, c'est les blancs. Parce qu'historiquement, ils ont conquis l'intégralité du monde. Là, ils ont colonisé tout le monde. C'est bien parce que les blancs européens, c'est les plus forts. Voilà, c'est la loi du plus fort. Et pour eux, les plus forts, c'est les blancs européens. Parce que c'est des suprémacistes blancs en plus. Vous voyez? C'est un peu ça l'idéologie d'extrême droite. Donc quand t'es dans un espèce de darwinisme social, de loi du plus fort généralisée, bah, l'extrême droite, ils en ont rien à foutre. Si jamais c'est l'apocalypse climatique, bah, les plus forts survivront et les plus faibles mourront. Donc je veux dire, par essence, l'extrême droite, on n'a rien à foutre de la bifurcation écologique. Et quand on a une extrême droite aussi puissante en Europe et en France en particulier, qu'est-ce que tu vas parler d'écologie toute la journée, sachant que t'as l'extrême droite en face, s'il triomphe, l'écologie sera un non-sujet. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on parle pas assez d'écologie, parce que t'as l'extrême droite qui est là, et l'extrême droite est tellement anti-écologique par essence que lutter contre l'extrême droite, c'est peut-être déjà la première étape pour pouvoir enfin avoir une politique écologique. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on parle pas assez d'écologie.
Et c'est dramatique en réalité. On en parle aussi peu. Vraiment. Et dès qu'on en parle, par contre, c'est vertigineux, quoi. C'est vertigineux. Donc là, à l'occasion des canicules, je fais un peu plus de sujets que d'habitude là-dessus. Moi, je fais aussi un peu partie du problème. Je suis là, je fais mon bise sur Internet. Voilà. Quand je parle de politique politicienne, je fais plus de vues. Il y a plus de gens qui viennent. Du coup, c'est aussi mon modèle économique à un moment donné. Moi, je suis dans le même biais journalistique de je parle de ce qui marche. Et vous voyez, il se trouve que l'écologie, c'est pas les sujets qui marchent le plus sur ma chaîne. Je fais aussi partie du problème à un moment donné. Vous voyez? Mais en tout cas, dès qu'on en parle, c'est vertigineux, quoi. C'est vertigineux. En même temps, dès qu'on en parle, moi, ça me met une radicalité supplémentaire instantanément, quoi. Donc voilà. On en revient à ce que je disais finalement. Au fur et à mesure où la crise climatique va s'accentuer, c'est de plus en plus vertigineux, c'est de plus en plus désespérant. En même temps, ça radicalise les gens, quoi. Et peut-être que l'horizon révolutionnaire et l'horizon apocalyptique sont les deux faces d'une même pièce, quoi. Donc tentons de voir le verre à moitié plein. Et quand ça sera une question de survie, peut-être qu'on aura enfin notre évolution, quoi. On verra. Mais en tout cas, il faut en préparer la possibilité. Et pour ça, pas s'arrêter de lutter, bien sûr. Voilà. Et si vous regardez ça sur YouTube, abonnez-vous. Et ne désespérez pas, les amis, les camarades. On va la baiser, cette classe capitaliste, ceux qui mettent le monde à feu et à sang. Et là, à feu en particulier. Voilà. Quand ça va péter, ça pétera. Et on sera là.